Et comment ça va? Dans quelque part dans les océans de la baie de Tokyo, un bateau de luxe est aperçu sans passagers. La garde côtière enquête à l'intérieur et trouve un étrange origami à côté d'un document. Soudain, une grande explosion se produit près du bateau venant des eaux et le tunnel sous-marin commence à fuir ce qui semble être une grande quantité de sang. Yaguchi, le vice-secrétaire en chef du cabinet du Japon, est averti de l'incident avec d'autres hauts fonctionnaires du gouvernement. Personne ne connaît la cause, mais tous sont choqués en voyant les images terrifiantes du liquide rouge se répandre dans l'océan. Le gouvernement commence rapidement l'évacuation des personnes dans le tunnel, mais des bruits forts sont entendus sous la structure. Des civils qui filment la crise commencent à percevoir ce qui semble être une grande créature se déplacer sur le lieu de l'incident. Et Yaguchi voit aussi ces images circuler en ligne. Il tente d'alerter le premier ministre sur la découverte, mais il est ridiculisé pour avoir suggéré quelque chose d'aussi absurde. Cependant, la réunion est interrompue lorsqu'une équipe de presse capture des images en direct de la créature, choquant tous ceux qui regardent la monstruosité. L'être commence à se diriger vers la Terre et pénètre dans les canaux, causant une destruction massive en détruisant des bateaux et des ponts sur son chemin. Après avoir revu les images à plusieurs reprises, les scientifiques remarquent ce qui semble être des jambes sur la créature et alertent le premier ministre sur la possibilité que le monstre puisse marcher sur la terre ferme. Les dirigeants du gouvernement ne croient pas que cela soit possible et conseillent au premier ministre de rassurer la population lors d'une conférence de presse en assurant que tout le monde est en sécurité. Avant qu'il puisse terminer son discours, on l'informe que le monstre est effectivement déjà entré en ville. Les rues plongent dans le chaos alors que les gens courent désespérément, fuyant la gigantesque créature qui utilise son corps colossal pour répandre la destruction. Alors qu'elle avance vers le centre-ville, de grandes quantités de sang commence à couler de ses branchies, probablement à cause de sa difficulté à respirer hors de l'eau. Le gouvernement élabore des plans pour contenir la créature et avertit la population du danger imminent, mais le monstre continue à dévaster tout sur son passage. Son corps immense renverse des bâtiments à chaque mouvement, laissant une traînée de débris, bien qu'il se déplace lentement pour sa taille, rampant sur le sol. La densité de Tokyo lui permet de causer des ravages immenses en un temps très court. Le gouvernement envisage l'utilisation de forces militaires, mais se souvient qu'il doit d'abord évacuer la population pour éviter des pertes collatérales. Un ordre d'évacuation est donné, mais disperser toute la ville de Tokyo dans le temps imparti est presque impossible. Les gens sont invités à abandonner leurs voitures et à suivre les instructions de la police pour éviter de se retrouver coincés dans la ville sur le point d'être détruite. Pendant ce temps, la créature poursuit son chemin de chaos, renversant de nombreux véhicules, tout en se traînant à travers les principaux carrefours de la ville. La créature grimpe aux bâtiments et les renverse avec facilité en utilisant son corps immense, tuant quiconque n'a pas pu évacuer à temps. En voyant la destruction causée par le monstre, le gouverneur de Tokyo exige l'assistance des forces d'autodéfense pour contenir la menace. Cependant, les lois ne permettent l'utilisation des forces militaires qu'en cas d'attaque par une autre nation, ce qui signifie que le premier ministre doit faire une exception pour mobiliser l'armée. Face à cette situation sans précédent, le leader du Japon autorise l'usage de la force militaire, envoyant des hélicoptères pour éliminer la créature et des troupes terrestres pour évacuer la zone. Le monstre géant continue d'avancer à travers la ville, détruisant tout sur son passage, mais s'arrête soudainement et s'effondre au sol, probablement en raison de son incapacité à respirer correctement avec ses branchies. Les dirigeants ne comprennent pas pourquoi cela s'est produit, mais ils réalisent bientôt que la créature agit de manière étrange en se levant en utilisant ses énormes jambes. Le monstre commence à modifier sa couleur extérieure pour un ton rouge plus profond et des bras commencent à se former là où se trouvaient auparavant ses nageoires. Il grandit rapidement, doublant de taille avant de pousser un rugissement furieux. La créature se dirige vers la métropole et dépasse désormais la hauteur de la plupart des bâtiments, ayant évolué vers son prochain stade. Ses mouvements deviennent plus rapides et efficaces, lui permettant de se tenir debout et de lancer des trains
trains et des véhicules avec sa queue, comme s'il ne pesait rien. Les hélicoptères arrivent dans la zone et s'approchent de la créature. Mais les pilotes remarquent que la cible semble différente des rapports précédents. Ils manœuvrent pour se positionner et se préparent à ouvrir le feu sur ordre. Après avoir reçu la confirmation que l'évacuation a été achevée, le Premier ministre donne l'ordre d'attaquer. Mais les soldats réalisent rapidement qu'il y a encore des civils dans la zone. Le commandant ordonne un retrait temporaire des hélicoptères, ne voulant pas risquer la vie des citoyens et ternir le nom des forces militaires. La créature remarque le retrait des soldats et profite de l'occasion pour courir vers l'océan, retournant à la baie de Tokyo. Après sa fuite, les responsables du gouvernement évaluent les dégâts et Yaguchi sent qu'ils ont échoué auprès de la population, croyant qu'ils auraient pu réagir plus efficacement. L'armée commence des recherches pour retrouver le monstre dans les eaux, mais ne parvient pas à localiser sa position. Le général suggère que pour le moment, la seule option viable est de se préparer pour la prochaine apparition de la créature. Les forces militaires s'organisent pour utiliser une combinaison de tanks, d'artillerie et d'attaques aériennes dans le but de neutraliser la menace si elle réapparaît. Yaguchi reçoit l'ordre de former une task force avec pour objectif de développer une mesure efficace contre le monstre. Les biologistes spéculent que la créature pourrait posséder différents stades de transformation et les autres experts se demandent comment elle parvient à accumuler autant d'énergie pour soutenir un corps aussi massif. La seule réponse logique semble être que d'une manière ou d'une autre, la créature est biologiquement capable de réaliser une fission nucléaire. Après avoir analysé les données du monstre, l'équipe confirme la théorie selon laquelle la créature produit de la radiation partout où elle passe, ce qui met les habitants en danger de contamination. Yaguchi est contacté par une femme nommée Kayoko, représentante du président des États-Unis, qui souhaite que le gouvernement japonais localise un professeur nommé Goro Maki, qui avait prévu l'apparition du monstre. On découvre qu'il a été expulsé du Japon pour s'être opposé au gouvernement en raison de sa haine de l'énergie nucléaire. Maki était le propriétaire du bateau qui avait disparu au début de l'incident. Après avoir remis les documents du professeur retrouvés à bord du bateau, Kayoko fournit également à Yaguchi une recherche importante menée par le scientifique, où il nomme la créature Godzilla, signifiant l'incarnation d'un dieu. Le rapport de Kayoko révèle que des humains ont déversé de grandes quantités de matériel radioactif dans l'océan et qu'une créature sous-marine a fini par coexister avec la radiation, ce qui a conduit à son évolution. Kayoko présente également un grand diagramme laissé par le docteur Maki, mais personne ne parvient à comprendre son contenu. Yaguchi ordonne que l'équipe analyse immédiatement les documents car ils pourraient contenir le secret pour vaincre la créature. En étudiant la radiation émise par Godzilla, l'équipe est surprise de découvrir un nouvel isotope qui n'existe pas dans le tableau périodique, suggérant que son corps pourrait contenir des éléments inconnus. On découvre que le monstre possède 8 fois plus d'informations génétiques que les humains et qu'il est capable de mutations spontanées, devenant ainsi la créature la plus évoluée de la planète. L'équipe suppose que le sang de la créature fonctionne comme un système de refroidissement pour sa radiation, ce qui expliquerait pourquoi Godzilla est retourné dans l'océan après sa transformation pour réguler sa température corporelle. Théoriquement, forcer le monstre à consommer son énergie nucléaire et l'injecter avec des coagulants pourrait le congeler par son propre système de refroidissement. Avant que les plans puissent être mis en pratique, l'équipe reçoit la nouvelle que la créature a ressurgi, maintenant visiblement plus grande. De plus, sa peau s'est transformée en une carapace résistante et sa queue a été modifiée en une arme gigantesque qui surpasse la taille de son propre corps. Le monstre avance le long de la côte, détruisant tout sur son passage, tandis que la population fuit désespérément. Il se dirige vers une zone résidentielle, causant encore plus de destruction que la dernière fois. Maintenant, sa hauteur dépasse même les bâtiments les plus hauts, écrasant les maisons à chaque pas. La créature poursuit sa marche et l'on se rend compte qu'elle se dirige à nouveau vers Tokyo. Le gouvernement conclut qu'il doit agir avant que le monstre n'atteigne la capitale ou ne détruise une installation nucléaire, ce qui causerait des dommages encore plus catastrophiques. Comme le plan de Yaguchi n'est pas encore finalisé, le premier ministre n'a d'autre choix que d'envoyer toute la force militaire japonaise contre la créature. L'armée commence à se préparer pour l'arrivée de la créature, alignant les tanks selon le plan. Des hélicoptères sont envoyés en première ligne d'attaque et tirent contre le monstre avec des canons automatiques, frappant son visage à plusieurs reprises. Les attaques se révèlent inefficaces et l'artillerie
l'artillerie commence à utiliser des munitions plus lourdes, mais la créature reste indemne face aux tirs. Le premier ministre autorise l'utilisation de toutes les armes militaires et l'escadron lance une série d'attaques avec des missiles, couvrant la tête du monstre de détonations successives. Les gens sont choqués en voyant la créature émerger de la fumée complètement intacte. Malgré les attaques de la force aérienne, le plan B est déclenché et tous les tanks tirent sur les jambes de la créature, générant une séquence continue d'explosions. L'artillerie porte des coups dévastateurs au visage du monstre, mais il continue d'avancer sans signe de dommage. Finalement, la pluie de frappes parvient à ralentir la créature alors qu'elle se rapproche du pont. L'armée envoie son arme la plus létale contre Godzilla et des avions commencent à larguer des bombes sur la créature, provoquant des explosions à grande échelle. Les bombes continuent de tomber, générant une destruction furieuse jusqu'à ce que la créature commence à modifier sa trajectoire. Cependant, les attaques ne font qu'irriter le monstre qui lance le pont contre les tanks, forçant les soldats à fuir. Les débris détruisent plusieurs véhicules et font tomber le poste de commandement simultanément. Godzilla émerge de la poussière sans blessure et se dirige vers Tokyo, tandis que les militaires à court de munitions observent impuissants. N'ayant plus d'options, le gouvernement demande l'aide des États-Unis pour détruire la créature. 3 bombardiers furtifs américains sont envoyés vers Tokyo, mais on réalise que la portée des explosions pourrait causer plus de destruction que le monstre lui-même. Le gouvernement ordonne l'évacuation de la population vers des abris souterrains avant l'arrivée des bombes. Les responsables doivent également quitter la zone, car ils ne savent pas si l'attaque américaine sera couronnée de succès. Pendant ce temps, la créature reste au centre de la ville, son corps brillant de teinte rouge à cause de la radiation interne. Les bombardiers furtifs lancent plusieurs bombes sur Godzilla, qui voit enfin sa peau perforée, entraînant des explosions et des éclaboussures de sang alors que la créature hurle de douleur. Soudainement, le monstre commence à évoluer à nouveau, transformant son éclat rouge en une teinte violette intense. Godzilla ouvre la bouche tandis que la lumière à l'intérieur de lui s'intensifie. Une dense fumée noire commence à sortir de sa bouche, se transformant rapidement en flammes qui engloutissent la ville et détruisent tout sur leur passage. Le feu se concentre ensuite en un faisceau de plasma que la créature tire vers le ciel, détruisant un des avions dans le processus. Les Américains lancent encore des bombes contre la créature, mais le monstre ferme la bouche et tire plusieurs faisceaux d'énergie par son dos, détruisant les projectiles et les bombardiers en même temps. Ensuite, un tir puissant frappe la ville, coupant tout sur son passage, y compris l'hélicoptère où se trouvait le premier ministre. Le faisceau abat plusieurs bâtiments et laisse la ville enveloppée de flammes. Après avoir consommé toute son énergie, le monstre se désactive et entre en état de hibernation, restant immobile parmi les ruines. Yaguchi survit à l'attaque, mais en retournant au nouveau quartier général, il se rend compte que le gouvernement japonais est dans le chaos après la perte du premier ministre et de nombreux responsables. Il refuse d'abandonner, croyant qu'il y a encore une chance de stopper la créature endormie. Un nouveau premier ministre est rapidement nommé par les dirigeants gouvernementaux, mais personne ne veut assumer cette fonction en plein milieu de la catastrophe. Heureusement, la majorité de l'équipe de Yaguchi a survécu à l'attaque à Tokyo et il implore à tous de faire tout leur possible pour sauver le pays d'une destruction encore plus grande. L'équipe commence à rassembler des coagulants de diverses entreprises et à collecter des échantillons d'ADN du monstre dispersé dans la ville. Le gouvernement des États-Unis exige une collaboration pour la recherche et découvre à partir des échantillons de sang de la créature qu'elle peut se reproduire asexuellement et se répandre à travers la planète. En recevant cette information, les scientifiques américains en informent immédiatement le gouvernement qui décide d'utiliser une bombe nucléaire thermique pour éliminer la menace. Il est calculé qu'il y a une grande probabilité que Godzilla représente un danger pour l'Amérique du Nord s'il n'est pas détruit, ce qui pousse l'ONU à approuver cette mesure extrême. Yaguchi croit qu'il y a encore une chance de sauver Tokyo en congelant la créature, puisque l'ONU devra accorder du temps pour évacuer la population. L'équipe travaille rapidement pour obtenir de grandes quantités de coagulants et développer une méthode efficace pour les administrer à la créature. Cependant, le plus grand défi est de déchiffrer le diagramme laissé par le docteur Maki. Après avoir examiné l'origami laissé par le scientifique, on découvre que le diagramme est tridimensionnel et doit être plié correctement pour être compris. Contrairement à ce qu'on imaginait, Godzilla ne dépendait pas de déchets nucléaires comme carburant, mais consommait de l'eau et de l'oxygène pour synthétiser un isotope qui lui fournissait de l'énergie. La créature représente la plus grande menace pour l'humanité
l'humanité, mais elle contient également un mécanisme capable de fournir le salut, car elle peut convertir l'eau en énergie pure. Cela indique que les coagulants pourraient ne pas fonctionner correctement et qu'il sera nécessaire de mieux comprendre la structure moléculaire de la créature pour ajuster la solution. Avec la collaboration d'autres nations et l'utilisation combinée d'ordinateurs quantiques, l'équipe parvient à déchiffrer les éléments uniques de la créature et à réaliser les adaptations nécessaires pour le plan. Kayoko décide de rester et d'aider personnellement, fournissant des drones et des armements des États-Unis pour soutenir l'opération. La veille de l'attaque nucléaire, le gouvernement japonais prévoit de capturer la créature et de sauver le pays. Des trains chargés d'explosifs sont envoyés contre le monstre endormi, se faisant exploser à l'impact et réveillant la créature de sa hibernation. Innombrables drones sont lancés contre Godzilla et commencent à bombarder la créature, la forçant à dépenser son énergie en tirant des lasers contre les machines. Les attaques détruisent des bâtiments à proximité et d'innombrables drones, mais finalement, la créature commence à perdre son énergie nucléaire. Godzilla redirige les faisceaux d'énergie vers sa queue et sa bouche, continuant à causer une destruction massive dans la zone. Cependant, les attaques perdent rapidement de la force et les faisceaux de plasma se transforment lentement en flammes. Le plan passe à la phase suivante avec la détonation de bâtiments autour de la créature, faisant s'effondrer les structures sur elle. Les débris font tomber le monstre au sol et sa température interne commence à chuter drastiquement à mesure qu'il perd de l'énergie. La créature géante est mise hors d'état de combat après l'effondrement de plusieurs bâtiments sur elle, offrant à l'équipe l'opportunité nécessaire pour que les soldats administrent les agents congelants. Des camions entourent le monstre et commencent à injecter les coagulants dans sa bouche. Mais après seulement 20% de la dose étant appliquée, la créature se réveille. Godzilla ouvre la bouche et tire un faisceau de plasma furieux contre les véhicules, détruisant tout autour et tuant les soldats sur place. La créature tente de s'échapper, mais de nouveaux trains sont lancés contre elle, provoquant des explosions qui la font tomber à nouveau. D'autres camions encerclent la créature et recommencent l'injection des coagulants, réussissant cette fois à appliquer la totalité de la dose nécessaire. Cependant, Godzilla se réveille à nouveau, détruisant les véhicules tout en tentant de se redresser. Son corps commence à briller en ton de violet alors qu'il tente de s'éloigner de la zone. Le monstre rugit une dernière fois et sa peau commence à geler, tout comme son corps. Godzilla finit par cesser de bouger lorsque sa température centrale chute près de 200 degrés négatifs. Le silence envahit la ville, tandis que tous observent, stupéfaits, le exploit accompli. Les scientifiques découvrent également que l'isotope de Godzilla a une demi-vie de seulement 20 jours, ce qui signifie que les citoyens pourront rapidement retourner chez eux. Le gouvernement intérimaire démissionne avec le premier ministre, permettant à une nouvelle génération de prendre les rênes et de conduire le pays vers l'avenir. Yaguchi décide de partager toutes les données avec d'autres nations, croyant que cette connaissance pourrait bénéficier à l'humanité dans son ensemble. Cependant, quelque chose échappe à l'attention. Avant d'être congelé, Godzilla était en pleine évolution, tentant de se transformer en les mêmes créatures qui ont gagné cette bataille, comprenant le véritable pouvoir de l'humanité. Fin de l'histoire, Shin Godzilla, un film d'horreur et d'action de 2016. Et je vous attends dans la prochaine vidéo.